Bonjour à tous. Je vous propose qu'on commence notre atelier. Alors bienvenue pour cet atelier consacré à la conformité et au risk management. C'est vrai que nous avons tous à l'esprit les réglementations structurantes qui sont rentrées en vigueur ces 2 dernières années notamment. Et avec ces réglementations qui, bien sûr, sont destinées à couvrir des risques auxquels elles se rapportent, mais aussi qui emportent avec elles des possibles peines de non-conformité, avec des sanctions parfois lourdes. Donc voilà, c'est une problématique qui pour nous est importante. Alors je me présente, je suis Françoise Éon, responsable du management des risques et du contrôle interne du groupe SNCF. La conformité chez nous, ça passe d'abord par la sécurité des transports et des voyageurs et la capacité, alors vous allez sourire, à garantir le départ et l'arrivée à l'heure des trains. Oui, je le dis. Donc ce sont des choses qui sont dans notre ADN, et quand on vient nous parler de conformité sur des choses très larges qui s'adressent à l'ensemble des entreprises et qui ne sont pas forcément au cœur de nos métiers, c'est une approche qui est complètement différente pour nous et qui mérite qu'on se pose un certain nombre de questions. Donc pour répondre à des questions que je vais aborder par la suite, nous avons autour de cette table, qui n'est pas ronde, Jean-Marie Arnal, directeur transformation et audit du groupe Even, Xavier Guizot, je dis ex-directeur compliance et risque et vice-président du cercle éthique des affaires, et Lionel Darcourt, associé et cofondateur du cabinet RNG, spécialisé en gouvernance et gestion des risques. Alors nous allons, pour cette première heure de l'atelier, répondre à un certain nombre de questions que nous nous sommes posées en préparant la séance d'aujourd'hui. Quel est l'apport du risk management et comment cohabite-t-il avec la fonction conformité au sein de nos organisations ? Comment prioriser et déployer de façon proportionnée ces démarches de mise en conformité de nos organisations ? Est-ce qu'on doit prendre la conformité comme une contrainte, finalement, avec une recherche totale d'exhaustivité et de coller aux exigences, ou finalement la dimension formelle prend le dessus ? Ou bien est-ce qu'on peut transformer cette conformité pour en faire un vecteur de création de valeur dans l'entreprise? Et puis nous aurons une petite réflexion sur quelle place dans l'entreprise pour les différentes lignes de maîtrise que l'on connaît bien au sein de nos activités, de la place de la deuxième ligne et de la première ligne. Dans un deuxième temps, nous prendrons quelques minutes, une vingtaine de minutes, pour répondre à vos questions et préoccupations et avoir un échange avec vous sur ces sujets. Alors, avant de donner la parole à nos experts ou à nos participants pour qu'ils puissent partager avec vous leur expérience au sein de leurs organisations, je vous propose qu'on se pose quelques instants sur le mot conformité ou non-conformité. Qu'est-ce qu'on met derrière ? J'ai repris ici la définition du secteur bancaire qui dit le risque de non-conformité, c'est un risque de sanction judiciaire, administrative ou disciplinaire, de perte financière, d'atteinte à la réputation, du fait de l'absence de respect des dispositions législatives et réglementaires, des normes et usages professionnels et déontologiques. Donc un champ très large. Alors peut-être une petite question pour Jean-Marie, au sein du groupe Even. Qu'est-ce qu'on peut mettre derrière ce mot conformité ou non-conformité ? Alors bonjour à toutes et à tous. C'est vrai que le terme conformité, pour le groupe Even, déjà il fallait un peu le traduire. Et on le traduit souvent dans le terme anglais sur le nom de la compliance. Alors ce serait encore plus particulier dans un groupe agroalimentaire.
on présentera un peu le groupe tout à l'heure. Alors j'ai noté cette définition, c'est le respect des normes, lois et règlements dans le but de se prémunir face à des risques particuliers et donc pour protéger notre environnement interne et externe. Parce que finalement le régulateur, quand il met en place en fait, ces règles, ces normes en termes de conformité, c'est à la fois pour protéger en fait, nos entreprises en interne et en externe. D'accord, merci Jean-Marie. Xavier, peut-être un complément ? Alors, bonjour à toutes et à tous aussi. Donc, comme Françoise l'a dit, je m'exprime ici donc, en tant que directeur Risk Compliance de Carrefour. En ayant créé une fonction globale de gestion des risques et de conformité depuis 2008-2009. Donc effectivement, on voit dans un groupe pour le coup international avec des implantations dans un certain nombre de pays différents. On a vu au moment de la création de la fonction Risk et Compliance, qui s'est appelée comme ça dès le début en 2009, on voyait déjà bien un peu les synergies qu'il pouvait y avoir entre les deux domaines. Et ce qu'on peut voir quand même, c'est au-delà que ce soit deux fonctions d'expertise, c'est que les sujets de gestion des risques ou de risques en général sont de plus en plus intégrés dans les éléments de conformité, c'est-à-dire notamment dans tout ce qui est facteur de risque dans les documents de référence, ainsi de suite. Donc il y a de plus en plus de conformité associée au risque, et dans le même temps, la conformité s'appuie de plus en plus également sur la gestion des risques avec des approches par les risques qui sont demandées dans les différentes législations. Donc la manière dont on avait pensé ça en 2008-2009 s'est accélérée et s'est renforcée au cours des dernières années. Merci Xavier. Donc un même mot, plusieurs dimensions derrière potentiellement. Conformité métier, conformité réglementaire sur des lois structurantes, comme je le disais. Comme vous, sans doute, nous, dans notre organisation, on n'a pas forcément des ressources extensibles à consacrer à ces problématiques qui sont consommatrices de ressources. Donc, question qui nous vient directement ensuite, alors je suis un peu... Comment s'organise-t-on pour répondre à ces exigences de conformité ? Et donc je passe la parole à Jean-Marie qui va nous dire au sein du groupe E20, après l'avoir présenté quelques instants, comment ça se passe. C'est vrai que c'est important de présenter d'abord le contexte de l'entreprise pour que vous puissiez voir un peu pour la manière après derrière on l'a déployé en fait cette conformité. Donc le groupe E20 c'est un groupe coopératif agroalimentaire basé en fait dans le Finistère, où le siège est près de Brest. En termes de taille, en fait, ça fait 2,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 6 000 salariés, avec 4 grands pôles d'activité. Le pôle laitier, avec derrière les activités comme le beurre, le fromage, des yaourts comme produits, du lait infantile, de la nutrition clinique. Donc là, derrière ça, il y a les marques qui sont connues, ou que je pense que peut-être que vous consommez, qui sont Paysans Bretons ou Régilet. Régilet qu'on a en JV avec Sodial d'ailleurs. Ensuite, il y a la partie en fait, distribution, qui est un autre pôle d'activité, avec les activités RHD, VAD et Boule-Pat. Voilà. Alors, je ne reviens pas peut-être dans le détail là-dessus. Et puis le pôle amont et un pôle développement. En fait, c'est tout ça pour vous dire que c'est un groupe en fait, qui est un peu une confédération un peu de PME avec différents métiers à l'intérieur, donc une complexité derrière pour mettre en place des programmes de conformité. Donc derrière, l'obligation en fait, pour que ce soit utile et pratique, de mettre en œuvre une démarche pragmatique au sein de l'ensemble de ces filiales. Puisque la plus grosse société va faire 2000 salariés et la plus petite va en faire une cinquantaine, avec des implantations en France et à l'étranger. Donc multiculturel, multimétier, obligeant finalement à mettre en œuvre des choses utiles et déployables avec les moyens qu'on a. Alors, ce qu'il faut bien aussi avoir à l'esprit, c'est que dans le monde coopératif, vous voyez, c'est quand même des structures d'une certaine taille, 2,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 6 000 salariés, mais on n'est pas du tout contraint par une réglementation boursière. Donc nous, on tombe finalement avec ces réglementations, et je vais parler beaucoup en fait de Sapin et RGPD, parce que c'est ce qui nous a beaucoup structuré ces 2 dernières années là, sur ces aspects-là.
Et donc, pour les sociétés qui sont cotées, même les mid-cap et autres, ils ont déjà l'AMF et un certain nombre de règlements qui ont obligé en fait, par le régulateur à se structurer. Nous, on n'avait pas ces éléments-là, donc il a fallu qu'on rentre dans ce dispositif. Alors bien sûr, il y a de la bonne pratique, il y a du bon sens, donc on avait un certain nombre de choses dans le domaine du contrôle interne, de l'audit, mais là, il fallait se structurer parce que derrière, il y a un tiers qui peut venir auditer ces éléments-là et donc derrière, amener des sanctions. Donc là-dessus, comment on a fait ? Première chose, la plus importante, c'est la coordination et la traduction en fait, de cette réglementation. Donc un travail important qui a été fait entre la direction juridique et ma direction. On a traduit ces éléments pour derrière en définir en fait un projet. Donc un travail effectivement de veille, de définition des éléments, une méthode de déploiement et comment on allait contrôler cette mise en œuvre. Donc derrière toute cette démarche projet. Alors cette démarche projet, au départ, quand on a vu ces réglementations apparaître, on ne s'est pas lancé à corps perdu en fait, dans la mise en œuvre. On a benchmarké, on a été voir pas mal d'autres sociétés de même type que les nôtres, mais aussi d'autres sociétés dans des secteurs complètement différents. Et donc là-dessus, on s'est dit, quelle est la meilleure pratique pour trouver finalement un peu notre style en termes de déploiement de cette démarche. Par la suite, on a intégré très rapidement les hommes métiers ou les hommes terrain. Sur la partie sapin, évidemment, les RH ont tout de suite été impliqués parce que toute la refonte en fait, du règlement intérieur, tout ce qui était lanceur d'alerte, etc., il fallait qu'ils soient impliqués pour bien comprendre les incidences et l'intégrer finalement dans les instances du personnel qui sont elles-mêmes, comme vous voyez, comme on a 98 filiales, il fallait le déployer en 98 fois, quoi. 98 CE, etc. Donc une mécanique aussi de remontée d'informations très, très complexe finalement pour un groupe qui n'avait pas forcément mis en œuvre beaucoup de choses sur ce thème. Et puis RGPD, bien sûr, les personnes de l'informatique. Mais pour tout ça, pour vous dire aussi que le travail avec le juridique et l'audit, et après les métiers, a été essentiel. Parce que quand on part en fait, d'une réglementation qui est faite pour tout le monde et qu'on doit la retraduire derrière dans un métier qui est de l'agroalimentaire, ou un monde de process où le risque, pour nous, principal, c'est le risque alimentaire, c'est-à-dire qu'on est tous cortexés là-dessus, il faut se repositionner sur beaucoup d'autres domaines de risque qui sont les risques de conformité avec tous ces aspects, anticorruption, etc., etc. Donc c'est une autre dimension du risque qui vient s'ajouter en fait, dans l'entreprise. Et donc tout ça, ça a nécessité en fait, une traduction. Alors un dernier point là-dessus, c'est une chose, c'est qu'il ne faut pas négliger, on ne l'a pas négligé, c'est l'intégration de la communication. Dès le début en fait dans le projet. Alors pour le traduire de manière très concrète, on a dû refondre en fait notre code de bonne conduite. Eh bien très en amont, on les a interrogés sur comment le faire ce code de bonne conduite, et donc ils nous ont donné un certain nombre de bonnes pratiques, comme dire, mettez en contexte finalement les comportements, ou décrivez un peu ce que vous voulez dire derrière un cadeau, etc. Donc des choses très, très concrètes. Ce qui nous a permis finalement de produire ce code de bonne conduite dans un temps très rapide et de ne pas faire des allers-retours. Parce que j'ai pu voir dans d'autres entreprises, il y a une direction de la juridique qui fait son code d'éthique, voilà. Derrière, ça arrive dans les mains du directeur général qui dit « Attends, c'est même pas intelligible ton truc parce que c'est trop technique, comment veux-tu que les gars y comprennent ?» Donc ça revient, après ça va à la com, et puis la com dit « Ah mais non, mais ça va pas du tout. » Alors donc du coup, nous on a essayé de mener ce mode projet pour avoir une diffusion maximale derrière, quoi. Alors là, je vous parle de sapin, mais c'est pour vous traduire un peu le déploiement. Merci Jean-Marie. Xavier, quand on est dans un grand groupe et qu'on cumule les fonctions risque et compliance, j'entends Jean-Marie dire mode projet, pragmatisme. C'est plus simple, non, quand on est directeur risque et compliance? Alors, je ne sais pas si c'est plus simple. Enfin, par rapport à ce qu'a dit Jean-Marie, il y a un certain nombre de caractéristiques qui vont être les mêmes et qui vont être les mêmes dans un certain nombre de grands groupes, même si chaque groupe a sa culture, ses spécificités. Donc Carrefour, vous connaissez les magasins. Une fois qu'on a passé les magasins, donc il y a un effet de taille gigantesque, puisque ça fait à peu près, pour simplifier, 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 12 000 sites dans le monde, 360 000 collaborateurs. Ces 360 000 étant dans 10 pays intégrés, et il y a aussi énormément de pays en franchise, donc présents dans une trentaine de pays, ce qui renvoie à toute une série d'autres problématiques sur
sur l'image qui est portée par les magasins dans ces pays franchisés. Donc une activité de flux, et les 100 milliards se traduisent avec 13 millions de clients par jour, ainsi de suite. Donc il y a une taille qui est assez importante. Ça, c'est les magasins que vous connaissez, mais ayez en tête aussi que Carrefour est le deuxième intervenant dans les produits pétroliers en France. Plus de 1000 stations, départ dans des dépôts pétroliers, du transport de carburant, ainsi de suite, donc ce qui pose des problèmes, et un assez gros opérateur avec des établissements réglementés en banque et compagnie d'assurance dans la plupart des pays d'implantation, de taille assez significative liée à la taille du groupe, et également un très gros opérateur de centres commerciaux, ce qui fait que c'est un peu comme Unibail-Rodamco et Klépierre, avec une filiale, 3 sociétés cotées, une filiale pour les centres commerciaux, une au Brésil et la société Carrefour. Ce qui renvoie à toute une série de diversités, et je ne parle pas des locations de voitures, de la vente de spectacles, de location et de toute une série d'activités qui peuvent être des diversifications, mais compte tenu de la taille du groupe, ça prend tout de suite une place sur le marché importante. Donc très grande diversité d'activités aussi, groupe par nature un peu décentralisé, pour être au plus près des clients. Alors comment on organise tout ça? Je l'ai dit un petit peu, avec Jean-Marie a évoqué ces difficultés, pas ces difficultés, mais en tout cas ces challenges de l'existence de plein de fonctions dans les entreprises, avec des maturités assez différentes, des positionnements assez différents, qui pour le coup vont être différents selon les entreprises aussi, selon les personnalités des gens qui occupent. Et ce qui est sûr, c'est que ces sujets de conformité nécessitent malgré tout des approches de consensus, de coordination, en tout cas pour que ce soit efficace et pour que les dirigeants trouvent que ce n'est pas des usines à gaz où chacun va défendre son précaré, il faut collaborer et travailler ensemble, ce qui n'est pas évident. Moi j'avais l'avantage, pour le coup, ayant construit ça depuis 2008, d'avoir en charge la direction des risques, ce compris les assurances, la sécurité-sûreté, ce qui dans un groupe comme Carrefour est extrêmement important, et sur ces sujets de conformité, c'est non négligeable. L'éthique et la compliance. Et quand on dit éthique et compliance, c'est pas négligeable, parce que comme Jean-Marie l'a dit, il y a aussi la RSE qui peut dire moi je m'occupe de l'éthique et la compliance c'est le juridique, tout en étant intégré, mais de manière assez intelligente au sein de la direction juridique, qui est donc une direction juridique qui était particulière, ce qui n'empêche pas les liens avec les dirigeants. Et donc du coup, les logiques de territoire étaient finalement résolues entre le juridique, la sécurité, la compliance, les risques. Ce qui facilite énormément les choses. Alors, ça ne simplifie pas tout, mais ça facilite les choses. Et donc après, il ne restait qu'à effectivement échanger avec les directions des ressources humaines et la communication, les autres fonctions. Mais ça se passait pas mal. Donc ça, c'est assez important. Et puis ça permet de simplifier les approches quand on a à discuter avec soi-même seulement. Et puis là où je rejoins Jean-Marie, c'est que même si la taille du groupe est extrêmement importante, et je dirais plus la taille du groupe est importante, plus il faut simplifier aussi. Parce que Carrefour, comme la plupart des boîtes, est en transformation. Toutes les boîtes sont en transformation. Et donc du coup, si on arrive avec les approches de gestion des risques et de compliance avec des usines à gaz qui sont un peu perchées ou en orbite, je veux dire, globalement, ça ne va pas marcher. Et le problème, c'est que ce qu'attendent les régulateurs, c'est de l'efficacité, de la mise en œuvre effective. Et donc du coup, là, c'est pas juste pour se dire, tiens, je sers à quelque chose et j'ai fait quelque chose qui a vraiment été mis en place dans mes magasins, dans mes trucs, un peu partout. C'est qu'à un moment, l'évaluation par les régulateurs, c'est la mise en œuvre effective. Et donc du coup, ça oblige à revoir ces méthodologies, à la simplicité, et à simplifier, et à simplifier. Et comment on simplifie? On sort du domaine de gestion des risques, on sort de la compliance, d'autres fonctions qui également ont dû se simplifier, ou simplifier leur process, et donc ce qui a conduit à revoir les méthodologies. Et ça, c'est fondamental parce que il y a beaucoup de littérature sur la gestion des risques, beaucoup de grands schémas d'enterprise risk management, de trucs un peu très très structurés qui vont extrêmement loin et qui sont intéressants, mais qu'à un moment il faut savoir adapter aux entreprises si on veut rencontrer une forme d'efficacité. Un point que je veux mentionner aussi, c'est la fonction de risque compliance, qu'elle soit ensemble ou pas, doit être un élément de réducteur ou qui doit apprivoiser l'incertitude et la complexité
plus que créer de la complexité dans les entreprises. Sinon, les fonctions ne vont pas survivre. Ça, c'est à peu près certain. Et il y a un élément, par contre, très positif d'opportunité, qui est le levier commun entre l'éthique, la compliance, les risques, et la sécurité aussi. C'est ce que j'ai mis, c'est le facteur humain. Le levier du facteur humain. C'est la force et la faiblesse. Mais à un moment, c'est un élément fondamental sur donner du sens à l'action des collaborateurs. Et on y reviendra après sur la partie création de valeur, sur donner du sens à l'action, expliquer et puis faire bouger les comportements. Donc ce facteur humain, la prévention, c'est un autre point commun entre risque et compliance. Merci Xavier. Donc ce que je retiens moi, c'est que finalement c'est assez proche dans une très grosse structure avec des métiers, avec des contraintes particulières, et dans une structure de taille intermédiaire. L'approche transversale, projet, associative, elle se retrouve. Alors, un autre regard, Lionel, au travers de votre expérience en tant que cabinet spécialisé en gestion des risques et les champs sur lesquels vous avez pu intervenir. Merci. Bonjour à tous. Donc, je vais essayer de vous donner un regard extérieur. Alors, ce n'est pas la restitution d'une étude qui consoliderait des données sur la manière dont les organisations fonctionnent en termes de coordination, gestion des risques et conformité, mais plus vraiment un retour d'expérience directe sur les missions sur lesquelles on intervient. Donc vous l'avez compris, chacun s'organise en fonction d'un certain nombre de secteurs. Donc j'essaie de réfléchir sur des traits communs en fait, qui vont influencer la manière dont les organisations se structurent sur les sujets conformité. Il y a un premier sujet pour moi qui est la définition du périmètre que fait l'organisation par rapport à la thématique de la conformité. Et je vais au-delà des présentations, des définitions qui ont été données en préambule de cet atelier. Mais vous allez bien sûr avoir la conformité aux lois et réglementations, donc ça c'est du grand standard. Et puis vous avez un certain nombre de groupes qui vont considérer que la conformité aux lois et règles internes rentre dans la conformité. Donc tous les sujets de conformité aux procédures, aux règles internes, aux politiques, donc certains atouts finalement du contrôle interne, font partie de la dimension conformité. Et donc ces organisations qui ont cette définition vont naturellement avoir des organisations risque et conformité qui vont cumuler ces fonctions. Donc ça c'est le premier trait. Le deuxième qui va influencer, c'est évidemment la taille de l'organisation, notamment sa présence à l'international, qui va conditionner finalement les enjeux en termes de conformité. Quand vous êtes export contrôle, c'est un sujet. Quand vous êtes à l'international dans 100 pays, Sapin 2 c'est un sujet. Devoir de vigilance pour les plus grosses d'entre elles, RGPD, etc. sont des sujets qui vont, de par le positionnement à l'international, sa présence internationale, vont conditionner aussi la manière de s'organiser. Donc ça, c'est le deuxième trait, ou le deuxième facteur. Le troisième, ça va être le secteur d'activité. Quand vous êtes une organisation dans l'agroalimentaire, quand vous êtes dans la défense, quand vous êtes dans l'aéronautique, quand vous êtes dans la pharmacie, vous êtes, de par votre métier, complètement impacté par les problématiques de conformité. Alors ça peut s'appeler contrôle qualité, ça peut s'appeler assurance qualité en fonction des organisations, mais ça va irrémédiablement influencer la manière dont vous appréhendez la thématique de la conformité. Et dans ces types d'organisations, en général, il n'y a pas vraiment de débat pour savoir quel est le département qui va prendre en charge le sujet. Donc j'ai plutôt parlé des grandes entreprises, et je voudrais dire un mot sur les ETI là-dessus, qui elles, alors c'est pas exclusif de ce que les grandes entreprises peuvent faire en termes d'approche optimisée, etc. Mais c'est vrai qu'on voit que les ETI ont quand même une capacité à s'adapter, à développer des approches qui sont priorisées, qui sont dimensionnées à leurs enjeux. Alors je ne sais pas si c'est le facteur explicatif, mais quand je regarde mes clients qui sont de cette taille-là, ils ne sont pas organisés, ils ne sont pas du tout dans l'anticipation, dans la mise en conformité avec les nouvelles lois. Ils prennent les sujets comme ils viennent et ils sont en mode réactif. Donc ils traitent les sujets de manière par ordre d'arrivée en scène en fait. Et du coup, ça implique de leur part une capacité de réaction. Ils n'ont pas les mêmes moyens, ils n'ont pas le même temps pour se préparer. Et donc ils vont faire preuve de grande flexibilité pour développer des dispositifs qui soient adaptés. Alors parfois on peut avoir des discussions un peu ubuesques avec des patrons de TI, donc ça va quand même sur des groupes de 2 milliards, où vous avez le dirigeant qui vous dit, en gros j'ai Sapin 2, donc voilà ce que je risque, et j'ai RGPD de l'autre côté. En gros, je commence par quoi? Donc quand vous commencez à avoir des débats sur des arbitrages en termes de mise en conformité, parce qu'il n'y a pas d'intérêt, parce qu'il n'y a pas de budget, il n'y a pas de temps, et c'est des organisations qui sont très focalisées business,
vous dites qu'il y a encore un peu de travail sur, voilà, sur la conviction du top management par rapport à ces sujets. Et on y reviendra sur justement la capacité à créer de la valeur, qui est un vrai enjeu pour ce type de profil de gens extrêmement business et qui évoluent de toute façon en environnement extrêmement contraint. Un point suivant sur que je remarque dans les sociétés que je connais, alors pas forcément dans lesquelles je travaille, mais que je connais bien, paradoxalement, il peut y avoir un débat sur qui va traiter tel ou tel sujet. Donc on pourrait dire qu'il n'y a pas de débat quand il y a une direction conformité, c'est elle qui va légitimement porter le sujet. Et ben en fait, il y a un débat, donc ça peut, dans certaines organisations, donc ça peut faire peur. Moi, je trouve que c'est un débat qui est plutôt sain, parce qu'en fait, on se pose la question et on va au-delà de la légitimité. Donc c'est pas parce qu'il y a une direction conformité qu'elle est la plus pertinente pour mettre en œuvre le dispositif. Donc je ne dis pas qu'elle ne l'est pas, mais je dis que c'est pertinent de se poser la question, parce qu'en fait, sur ce type de projet, on voit qu'il y a un certain nombre de compétences qui sont nécessaires et qui ne sont pas forcément et systématiquement et intrinsèquement portées par des directions conformité qui sont plutôt sollicitées habituellement sur des questions extrêmement techniques, sur des postures d'expertise où on répond de manière un peu définitive à une question. Quand on parle de Sapin 2, quand on parle de RGPD, on parle de gestion de projet pluriannuel sur lesquels la dimension de transversalité va être très importante. On est sur le long terme. Est-ce que la direction conformité a les compétences pour gérer ces projets sur le long terme, en transversalité, etc. Donc il y a un vrai sujet, et je trouve que c'est toujours sain de se poser cette question de finalement qui va faire. Ensuite, quand vous avez à déployer ces projets dans 50 pays ou 100 pays pour certains, ça fait appel à des compétences quand même et des expertises particulières. Donc pas de modèle unique, mais ce qu'on observe, c'est un vrai besoin de coordination et de transversalité, ça c'est clair. Et puis, de ce que j'observe aussi, des modalités de travail en commun qui restent quand même à définir. Donc on voit quand même dans certains groupes des approches un peu silos. Je terminerai en donnant quelques exemples en fait, de ce que j'ai pu voir dans des sociétés. Donc j'ai l'exemple en tête de 2 ETI qui ont complètement externalisé la mise en œuvre de ces dispositifs, complètement. Donc pour être transparent sur ce type de société, c'est 2 sociétés qui sont gérées par des fonds. Et le discours du management, c'est « moi je veux que mes équipes se focalisent sur le business ». Donc il y a des effets évidemment de rentabilité de leur investissement sur 3 à 5 ans. Donc mes équipes, je ne leur demande pas de s'investir sur le sujet. J'externalise auprès de cabinets d'avocats ou de consultants la mise en œuvre de ces dispositifs et je reste, moi, concentré sur mon business. Donc ça, c'est une première approche. Vous avez, sur un certain nombre de cas aussi, j'ai vu des sociétés du CAC 40, justement par rapport à cette question du débat sur qui va faire, qui peut faire et qui est le mieux placé pour faire, des sociétés qui vont mettre 1 an à décider finalement dans l'organisation qui va gérer le sujet. Donc ils se repassent les sujets et puis ils se repassent encore 6 mois, 9 mois, une fois qu'ils ont décidé qui allait porter le sujet, savoir si on allait internaliser la mise en œuvre du projet ou si on allait l'externaliser. J'ai un autre exemple qui est assez symptomatique quand même. Donc là aussi c'est une grosse société cotée au CAC 40. Le top management a demandé à l'audit interne de faire une mission sur la thématique de la conformité. Donc qui fait quoi, qui gère quoi. Moi, direction générale, je n'y comprends rien, je ne vois, c'est pas clair. Donc aidez-moi à clarifier un peu le débat. Donc on voit qu'il y a quand même dans certaines organisations des besoins de clarté. Je terminerai juste là-dessus sur un autre exemple d'une société. Alors après, chacun s'organise, il y a des groupes qui sont extrêmement autonomes, etc., mais qui peuvent conduire à quelques difficultés. J'ai là en tête aussi un grand groupe décomposé en plusieurs activités, et une direction conformité a lancé son propre questionnaire Sapin 2, j'imagine réalisé avec un cabinet d'avocats, donc un questionnaire Excel, 300 questions dans 100 filiales, sans aucune concertation, ni avec les autres activités du groupe, ni avec la direction conformité du groupe. Donc une fois que le coup est parti, ça peut être extrêmement compliqué à régler. Voilà. Merci Lionel. C'est vrai que c'est juste immense. On a l'obligation de faire, en fait. Et pourtant, il y a une question qu'on est légitime à se poser, parce qu'au travers de ce que vous dites, c'est
est-ce qu'on prend tout dans ce qu'on doit faire ou est-ce qu'on doit choisir ses combats? Comment on fait pour y arriver? Parce qu'on a beau se dire, voilà, Sapin 2, ça a été voté en 2016, on avait jusqu'au 1er juin 2017, et puis finalement, personne n'était prêt au 1er juin 2017. RGPD, on a eu 2 ans pendant lesquels on pouvait se préparer, mais je ne sais pas si tout le monde au 25 mai 2018 était complètement capable de dire ça y est, c'est bon, moi, RGPD, on peut venir me voir, j'ai pas de problème. Donc, comment on fait pour vraiment, je dirais, choisir ses combats? Et dans ce cadre, il me semble que le risk management peut apporter quelque chose. Donc, Jean-Marie, prioriser les risques. On en a déjà un peu parlé là, mais c'est vrai que quand on arrive par rapport à Even, on était l'année dernière on sort d'une crise laitière sans précédent. Donc les ressources qu'on doit mettre en place pour déployer ce type de démarche doivent être bien mesurées et derrière à apporter de la valeur ajoutée pour l'entreprise. Parce que si on ne fait pas ça, grosso modo, on n'aura pas l'adhésion en fait de la direction générale pour pouvoir imposer et mettre en œuvre ces actions. Donc déjà, en fait, il a fallu, comme je le disais tout à l'heure, bien expliquer pourquoi, quel était l'atout ou l'avantage de ces réglementations, qu'il s'agisse de Sapin ou de RGPD, et derrière, de les prioriser pour mettre les bonnes ressources. Le meilleur outil, c'est quand même la cartographie des risques pour ça. Parce qu'elle a le bénéfice, en fait, de permettre finalement de hiérarchiser les éléments et de les positionner par rapport aux enjeux des activités. Et donc en faisant ça, on a pu dire, sur Sapin par exemple, ça peut être un super avantage, notamment si on définit bien nos process, etc., notamment pour les décrire et le faire valoir par rapport à notre business à l'international. Puisque il y avait ces enjeux-là. Puis après, par rapport à du commerce qu'on avait à l'international, où on n'était peut-être pas complètement certain, si on était certain, mais en tout cas, on voulait se mettre en tout cas un certain nombre de barrières pour être complètement à l'abri finalement de contrôles qui pourraient nous dire qu'on n'est pas compliant sur les aspects anticorruption. Sur la partie plutôt RGPD, là pareil, la priorisation a fait qu'on a des activités de vente à domicile. Donc avec des télévendeuses qui appellent des clients. Donc imaginez, on a tout un fichier avec plein de données sur nos clients, donc il fallait extrêmement bien protéger ces éléments-là. Et c'était aussi un avantage concurrentiel de pouvoir dire, si on sécurise bien nos clients, derrière, on vendra aussi mieux et on protège notre modèle économique. Donc du coup, on a traduit tous ces éléments-là, finalement, en les priorisant pour pouvoir, derrière, les déployer. Donc, une fois qu'on avait tout ça, on avait la validation du CODIR, le déploiement de la méthode, et on avait trouvé, finalement, notre sponsor et notre démarche, projet et engagé. Donc après, il faudra la faire vivre, hein, comme l'indiquait Lionel Darcourt, mais on est en plein dedans. Et après, ça nous a permis, alors ça va vous paraître pour certaines entreprises un peu anecdotique, hein, mais comme on devrait déployer par exemple Sapin de manière assez très large, notamment sur les règles d'éthique et sur le code de bonne conduite, et de former nos collaborateurs, on s'est dit, tous les cadres en fait, et puis toutes les personnes sensibles à former, ça faisait des centaines et des centaines de personnes à former. Et là-dessus, on avait l'habitude de faire plutôt des séminaires résidentiels. Donc imaginez, on est obligé de faire dans un temps assez court, amener tout le monde dans des centres de formation. Ce n'était pas forcément très judicieux. Donc là, on s'est lancé dans une démarche de e-learning, quoi. Et ça nous a forcé finalement à partir sur des systèmes d'auto-évaluation. Alors c'est vrai que ça peut paraître un peu has-been parce que le e-learning maintenant c'est déployé partout. Mais en fait pour nous, c'était un peu une nouvelle démarche. Et tout le monde a trouvé un intérêt. Donc du coup, l'outil était ludique, on a eu un super taux de retour, et derrière, ça a amené un élément de progrès en se disant, tiens, on pourrait l'utiliser pour d'autres sujets, comme les formations sur les contrats, les formations sur la sécurité, etc. Donc pour moi, voilà. Donc priorisation, derrière on recherche en fait les enjeux par rapport aux entreprises, et puis on déploie. Merci Jean-Marie. Lionel, au travers de votre expérience, le rôle du risk manager et ce qu'il peut apporter dans cette démarche? Alors c'est vrai que le rôle du risk manager est aidé par la Carto, qui est quand même la star montante de cette fin de décennie.
parce qu'elle est présente dans beaucoup de textes législatifs. Quelle est la démarche qui ne doit pas s'appuyer sur une analyse des risques associés à la thématique couverte, qui doit faire l'objet d'une priorisation. Donc on voit que ce soit sur RGPD, Sapin 2, devoir de vigilance, matrice de matérialité, tout ça ne sont que des exercices de cartographie des risques. Et donc on vit bien l'âge d'or de la cartographie. Donc RNJ avait participé au début des années 2000, ici à Deauville, je ne sais pas si certains s'en souviennent, sur un atelier avec un titre un peu provocateur, c'était « Faut-il tuer la cartographie ?» Et je vois qu'on était un petit peu en avance de phase. Mais en tout cas pour dire que du coup la carto place clairement le risk manager au cœur du sujet. Et ça le rend et du coup il est sollicité. Alors après il y a des risk managers qui vont s'impliquer, qui vont souhaiter le faire. Il y en a d'autres qui vont être désignés d'office, mais en tout cas ils vont être acteurs de ce dispositif. Donc les différents types par ordre croissant de niveau d'implication de ce que l'on peut voir du risk manager, ça va prendre plusieurs formes assez classiques. Donc j'imagine que vous allez vous retrouver dans ces différents exemples. Donc on peut avoir une posture assez simple et un peu en retrait qui va être de donner des outils méthodologiques, comment les critères, je définis mes critères par exemple pour bâtir ma matrice de criticité brute et nette par rapport à Sapin 2. Ça peut être des postures d'ordre méthodologique. Après, on peut avoir une participation plus active du risk manager dans les phases d'identification et de hiérarchisation des risques. Donc on va lui demander son avis, il va être acteur dans une équipe transverse. Il va être un membre actif d'une équipe projet, donc c'est encore un stade un peu différent. Et puis pour les plus motivés d'entre eux, ou les plus compétents, je ne sais pas, on va leur donner les clés du projet et ils vont se retrouver, volontairement ou non, à animer en fait ces démarches conformité dans leurs organisations respectives. Quand ils ne sont pas pilotes du projet, et c'est vrai, c'est ce qu'on observe dans les ETI notamment, on leur demande d'être en posture un peu extérieure au projet, d'intervenir aux différentes étapes clés du projet, et à chaque jalon, finalement, d'avoir un regard critique et d'être capable de poser des questions pour voir si le projet va dans la bonne direction. Pour faire un parallèle avec le même type de situation dans les grandes entreprises, ce serait plutôt l'audit interne qui serait dans cette posture-là, à avoir un regard, cette revue critique en fait aux différentes phases. Un autre point qui est important aussi sur le rôle et la manière dont les risk managers peuvent être impliqués sur ce type de projet, et c'est un peu un débat entre la conformité et la gestion des risques, c'est que l'espace-temps n'est pas le même. Donc le temps juridique, le temps de la conformité pour moi, il est vraiment différent du temps du risk manager. Donc c'est pas du tout une échelle de valeur, c'est simplement un constat que je fais. La conformité va être plutôt dans une posture, et en tout cas va le chercher, c'est ce que moi j'observe, va chercher à rendre dès le début la copie la plus propre possible. Donc on va être plutôt sur des démarches d'exhaustivité, essayer que tout soit parfait dès la première fois, donc avec toujours en ligne de mire un contrôle éventuel de l'AFA. Là où je trouve que le risk manager, lui, il est pas plus, mais en tout cas il est très pragmatique, il accepte le fait que si la première année n'est pas parfaite, c'est pas grave, c'est un processus d'itération, d'amélioration continue, mais on ne va pas passer des mois à faire valider toutes les étapes par des consultants ou des cabinets d'avocats, il faut qu'on avance, donc on va se donner les moyens de le faire, et donc on va prendre des initiatives, ils sont plus dans la prise de risque par rapport à la mise en œuvre de ce projet, plutôt que d'avoir une validation, je dirais, plus juridique dans l'esprit, qui est faite au fil de l'eau. Alors, un autre point aussi, une fois qu'on a réalisé une fois que le risk manager a contribué à cette démarche, j'attire son attention pour ceux qui sont dans cette salle, de ne pas oublier les autres sujets. C'est-à-dire que c'est un peu l'histoire du millefeuille, c'est toujours la couche du haut avec le petit praliné et le sucre dessus qu'on a envie d'adresser en premier lieu. Mais je veux dire, l'export contrôle est toujours là, l'antitrust est toujours là. Et donc comme il y a une certaine publicité qui est faite dans l'entreprise, de par les moyens qui sont mis en œuvre, et dans certaines organisations, c'est des moyens considérables pour se mettre en conformité, RGPD, Sapin 2, etc. Du coup, dans l'imaginaire du simple collaborateur, il se fait de manière implicite, une certaine hiérarchisation des sujets, en fait. Si les moyens sont si considérables sur la corruption, c'est que c'est vraiment un grand sujet pour le management, et du coup, ça limite un peu la perception des autres sujets qui sont aussi à gérer. Alors cette implication qui est souhaitée et souhaitable du risk manager selon moi sur ces sujets, avec des degrés divers en fonction du niveau de coopération que l'on peut avoir avec les organisations qui portent ces sujets, il y a quand même quelques écueils. Donc, et ça se voit surtout sur les ETI qui ont en fait tous ces sujets un peu transverses,
sont alloués en général aux mêmes personnes. Donc c'est la même personne qui est monsieur contrôle interne, qui est monsieur DPO, qui est monsieur Sapin 2, qui est monsieur je ne sais quoi d'autre, qualité notamment. Et donc voilà, qui va cumuler les casquettes. Et donc il y a certains sujets qui l'intéressent, il y en a d'autres qui vont être peut-être un peu en dehors de son domaine de compétences. Et donc parfois, il faut faire attention dans la prise de risque que l'on peut avoir et garder sa crédibilité par rapport à ces sujets. Le deuxième écueil, ça peut être aussi la perte d'indépendance, où par une implication trop forte, finalement, le risk manager peut se retrouver un peu exposé. Le plus important pour moi, par rapport aux écueils de l'implication du risk manager, c'est une évolution, une altération de sa perception dans l'organisation. Donc en fait, à force d'être impliqué dans l'opérationnel, dans le quotidien, dans l'urgence sur ce type de projet, alors qu'on l'attend sur du prospectif, on l'attend sur sa quête d'opportunités, sur des démarches qui sont plus offensives, plus stratégiques, ça peut cantonner ou changer la perception de l'organisation et de se dire finalement, mon risk manager, ça n'est qu'une autre ligne de défense de l'organisation avec les autres, et il perd un peu son rôle naturel sur lequel on l'attend et qui est vraiment l'anticipation et la prospective. Et dernier point, une fois que cette vague conformité est passée, vraiment retourner back to normal et refaire son activité de risk manager pour bien pérenniser son activité et faire son job, qui n'est pas que mettre en œuvre ce type de dispositif. Oui. On a peut-être encore un petit peu de temps avant que la vague conformité soit complètement passée, mais effectivement c'est le souhait, en tout cas pour que le risk manager continue à avoir une vision un peu prospective, effectivement, avec une hauteur sur le business et les affaires. C'est vrai que dans tout cela, finalement, j'entends exhaustivité, priorisation, comment on fait, et est-ce qu'on doit rester sur la dimension formelle ou est-ce qu'on doit aller vers la dimension opérationnelle? Parce que finalement, derrière toutes ces réglementations, d'abord, il y a un sens qui est derrière, et l'entreprise, ce qu'on jugera, c'est sa mise en œuvre effective et l'efficacité de ses démarches. Donc comment on en fait un levier de création de valeur? Xavier, au travers de ton expérience, qu'est-ce que vous pouvez partager avec nous? Ouais. Merci. Non, mais c'est ça, on va s'en sortir. Non, mais je pense qu'il y a plusieurs choses qui ont été dites. Je suis d'accord avec la plupart des choses qu'a dit Lionel. Après, ce que j'ai vu observer, moi, parce que j'étais en relation avec non pas de directeurs des risques d'ETI, mais à la fois les directeurs de la conformité, les directeurs des risques et les directeurs juridiques, la plupart des boîtes du CAC 40, on va dire. Donc j'ai un panel, j'ai vu comment les différentes fonctions jouaient sur ces territoires. Et la fonction qui a gagné, c'est la fonction juridique, parce qu'il y avait des enjeux de responsabilité sur ces sujets. Et trop d'avocats, à mon sens, ont fait des cartographies des risques juridiques, des risques, sans rien y connaître. Donc ça c'est un vrai point. Et il va y avoir des réveils assez difficiles. Et dans un certain nombre de groupes, tous les directeurs des risques ont été impliqués, comme l'a dit Lionel, de manière assez différente. Alors que pour moi, il y a une vraie légitimité d'acteurs de transversalité de la direction des risques sur ces sujets, une vraie expertise, avec des partages d'interventions qui vont varier, mais ça semble assez important, non pas de dupliquer, de démultiplier les chief officers dans tous les sens, ce qui est déjà le cas et qui, à mon avis, va saturer les dirigeants. Parce que n'oublions pas, c'est un peu le titre des rencontres, là, la transformation. La priorité, c'est que la plupart des dirigeants ont du mal à comprendre les changements, les incertitudes. Les fonctions, c'est pareil, c'est difficile de comprendre, d'où l'importance, comme le disait Lionel, de garder cet aspect un petit peu en haut. Mais comment on crée de la valeur? C'est aussi, et là je ne suis pas en décalage, mais je pense qu'il faut être extrêmement vigilant, et je l'ai dit dans l'intervention d'avant, sur la mise en orbite du risk manager. Il faut être extrêmement vigilant. Et comment on crée de la valeur? On crée de la valeur en étant dans les process opérationnels. Il faut être à la fois, moi je ne suis pas très il faut être à la fois dans les sujets, donner un peu, accompagner, réduire un peu l'incertitude, éclairer tout ce qu'on veut, expliquer, ainsi de suite, et à la fois dans les sujets opérationnels. Parce que sinon, si on n'est pas dans les sujets opérationnels, là on ne transforme pas l'entreprise, on n'est pas dans le process de transformation de l'entreprise. Après, comment on crée de la valeur? Moi, je donnais des exemples aussi là-dessus. Le langage, l'état d'esprit, il faut déjà être convaincu.
Ça, c'était, je le vois sur les autres fonctions aussi. Hein, c'est pareil dans la sécurité. Il faut d'abord être convaincu soi-même qu'on contribue à la performance de l'entreprise. Hein, c'est l'autocensure dans toutes ces fonctions. Elle est, à mon avis, beaucoup trop importante. Ensuite, il ne faut pas seulement démontrer à chaud. Hein, il y a toute la logique de prévention est intégrée à l'assurance, au risk manager, ainsi de suite. Sauf qu'à un bout d'un moment, hein, c'est bien parce que ces sujets sont chauds, il faut être sur la balle, comme on dit. Et à un moment, il y a une pression réelle des entreprises parce que les dirigeants lisent les journaux. Et globalement, sur Sapin 2, il y a les contrôles qui ont commencé, 60, 70 contrôles, un certain nombre de boîtes contrôlées. La CNIL existe depuis longtemps et globalement, bon, ça crie au loup, mais ça va commencer à bouger. Et sur le devoir de vigilance, ce n'est pas les juges, ce sera les ONG qui commencent déjà à bouger. Impératif de simplicité, et comme on avait fait juste là pour le sujet, c'est une seule, nous, l'approche hein, sur les risques, ça a été, bon, là l'avantage c'était chez moi, mais une seule approche de cartographie des risques commune, à la fois pour RGPD, à la fois pour Sapin 2, à la fois pour devoir de vigilance, et qui correspond à 98% aux exigences Sapin 2, basées sur les process et tout ça. Une approche, une casquette. Parce que sinon, vous vous retrouvez avec trois cartographies, et qu'est-ce que vous en faites? La multiplication des cartographies. Si ça ne sert à rien, hein, se poser la question de quel est l'objectif, quelle est l'utilité, parce que sinon, ça ne va pas servir à grand-chose. Il faut être aussi un des éléments, hein, ça c'est dans un certain nombre de groupes, il y a ce sujet de l'ego, mais c'est groupe humain, hein. Je suis au-dessus, ben, en fait avec tous ces sujets, hein, quand on parle de transversalité, ainsi de suite, il faut être à côté, avec. C'est différent comme rôle. Parce qu'on n'est pas là, il n'y a qu'à Faucon, on produit des procédures, il faudrait faire ça, piloter des process de cartographie des risques. Non, il faut être à côté, là, un peu plus à côté. Et ça, c'est un vrai challenge, parce que cette fonction des risques, moi je pense qu'elle elle devrait être, qui va gagner, on ne sait pas, mais en tout cas, il n'y aura pas de chief officer, autant entre les digital, les happiness, les security, les information security, les compliance, et je sais quoi, ce qui est sûr, c'est que la bataille est lancée et qu'à un moment, tous ne vont pas survivre. Donc, et probablement que les ETI ont les meilleures solutions. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut vraiment être dans cette dynamique opérationnelle tout en, et là je rejoins Lionel, ne perdant pas de vue hein, cette capacité forte qu'ont les risk managers, les directeurs des risques, à expliquer un petit peu ces changements. Après, il y a le langage, hein, on l'a dit, c'est essentiel. Et typiquement, un exemple, c'est, on dit, je l'avais mis sur le premier truc, les tiers, les diligences sur les tiers. Alors ça, les diligences sur les tiers, c'est un autre point commun. Hein. Dans Sapin 2, vous avez l'évaluation des machins, des trucs. Dans les données RGPD, vous avez les prestataires de services essentiels dans les banques, mais finalement, vous avez également tout l'écosystème, hein, qui est la zone de risque, une des zones de risque majeures. Et sur le devoir de vigilance, je ne vous en parle même pas tellement c'est merveilleux. Mais globalement, il y a ça. Et bien là, c'est une opportunité extrêmement forte, quelle que soit l'organisation, dans le langage. La gestion des tiers, ce n'est pas de la conformité. La gestion des tiers, ce n'est pas de la gestion des risques. La gestion des tiers dans le langage, c'est un levier de négociation. Améliorer la connaissance de ces contreparties est un levier de négociation. Quand vous parlez comme ça avec des acheteurs, vous parlez gagner de l'argent, vous parlez performance. Bien sûr, qu'en améliorant la connaissance des tiers, vous allez identifier des fragilités qui sont susceptibles de ne pas conduire à la bonne livraison du contrat, de la prestation, dans les délais, dans les coûts donnés. Bien sûr, une fois que vous avez fait ça, vous allez remplir votre obligation de conformité. Mais si vous arrivez en disant, tiens, il faut faire une procédure, je vous souhaite bon courage, une procédure, vous allez voir le directeur des achats, il faut faire une procédure d'évaluation des tiers, et on va changer tous tes process, ben, peut-être que vous passerez en force, mais on passe en force une fois. On ne passe pas en force deux fois. Non, je ne vais pas aller plus loin que ça, mais un autre élément, c'est faire parler les clients. Là, je change, je ne suis pas dans le confirmation des risques, mais sur la partie sécurité, qu'est-ce que j'ai développé? Tout comme l'ont fait d'ailleurs la SNCF et la RATP, le sentiment de sécurité. Une enquête sur le sentiment de sécurité des clients, d'accord, et on l'avait fait également sur le RGPD, sur les données personnelles. Faire parler les clients, c'est un levier gigantesque, pas que pour la conformité, également pour les risk managers. Je vous ai mis un petit truc, la CCAA, pour rigoler. En fait, c'est la réflexion que j'avais eue au moment où on a créé cette fonction. On présume beaucoup trop que les gens comprennent ce qu'on dit. Il y a un langage technique dans les trucs de gestion des risques. Il y a un langage technique dans les trucs de compliance.
dans toutes les fonctions. Et dans chaque boîte, chaque fonction a son langage technique et chaque boîte a un peu son vocabulaire. À un moment, du coup, on pense que quand on dit quelque chose, l'autre a compris et que ça marche. Eh bien non. En fait, ce que je vois bien, un des vrais leviers les plus forts, c'est de se dire, le premier C, c'est conscience. Éveiller les consciences. Parce que déjà, on est directement, il faudrait que tu fasses ça, il faudrait que tu mettes cette procédure, mais ça ne marche pas. Éveiller les consciences, développer la connaissance, c'est le deuxième C. Les gens n'ont pas un niveau de connaissance sur les sujets suffisant. Pourquoi? Le troisième élément, pour la compréhension. Si vous n'avez pas conscience de quelque chose, si vous n'ouvrez pas vos chakras et qu'on ne vous donne pas des éléments de connaissance du sujet minimum, vous ne comprendrez rien, vous ne vous approprierez pas le sujet, c'est le A, et vous n'agirez pas. Et donc ça, avant, c'était déjà il y a 10 ans assez déterminant, aujourd'hui c'est fondamental. Et quand vous réfléchissez à ça, quand vous voyez un interlocuteur, est-ce qu'il a conscience réellement de l'importance du sujet? Qu'est-ce qu'il va faire qu'il va en avoir conscience? Il y a les journaux, il y a BFM TV, mais aujourd'hui ça redescend assez vite. La connaissance, sans pour autant lui balancer des procédures de 80 pages parce que personne ne les lit, et globalement s'assurer de la compréhension d'un nombre minimal de choses, mais au moins qui ira vers l'effectivité qui est l'objectif recherché. Merci pour ce tuyau, CCCAA. Je pense qu'on va le retenir parce que c'est un vrai enjeu dans nos organisations. Je crois qu'on est en phase. Je partage à 100%, voire 200%. C'est vrai que ces démarches de conformité doivent être des démarches en fait, de risk management. Nous, au départ, c'est vrai que l'objectif quand on met en place en fait, ces démarches, c'était pas de faire du tick mark ou d'aller cocher les cases, c'était de donner du sens. Et c'est vrai que pourquoi il faut mener ces démarches? C'est vrai que quand on revient au sens premier, finalement, ça permet de renforcer quand même les contrôles, parce que cette loi Sapin, elle est quand même faite pour lutter contre la fraude. C'est pas facile d'aller parler dans les entreprises des dispositifs anti-fraude, etc. On n'avait pas forcément de moyens. Là, on a quelque chose pour aller sur le devant de la scène avec ces éléments. Après, sur RGPD, c'est l'intégrité de la data. Finalement, ça nous a permis aussi de rentrer un peu plus dans les systèmes d'information pour aller voir un certain nombre de choses. Donc c'est vrai que moi, ça m'a permis notamment de mieux déployer mon référentiel de contrôle interne un peu partout. Hein. Donc pour ça que ça a un intérêt. Derrière, pour moi, c'est aussi, pour le groupe, on le considère, c'est que c'est un vecteur effectivement de progrès et de rigueur dans les organisations, parce que lorsqu'on déploie les méthodologies qui sont mises en œuvre, toutes ces méthodologies, d'ailleurs, elles étaient assez documentées dans le cadre de Sapin, et puis après avec l'aide aussi de conseils qu'on peut prendre. Derrière, il y a un certain nombre de plans d'action qui nous permet d'améliorer les choses. Il y a un intérêt business évident, tu l'as évoqué. Lorsqu'on a mis en place Sapin, nous on a des audits de fournisseurs étrangers, et ils nous posaient un certain nombre de questions qui étaient déjà dans Sapin, et parfois on n'avait pas forcément les réponses. Et tandis que là maintenant, la direction commerciale vient me voir en me disant tiens, par rapport à ces questions-là, et j'ai participé à des évaluations fournisseurs pour répondre aux questions des auditeurs. Et derrière, il y a des enjeux économiques énormes, donc il est très important pour nous. Pour moi, c'est aussi, pourquoi le faire? C'est un acte de management, parce que ça permet d'affirmer, là ça nous a permis en tout cas Sapin, d'affirmer nos valeurs et de mieux les déployer. Un exemple concret, la semaine dernière, on a intégré, il y avait une formation sur les nouveaux cadres, et dans cette intégration-là, on leur a présenté Sapin. Et qu'est-ce que c'est que les problématiques autour de la fraude? Pour leur indiquer, vous êtes maintenant cadre du groupe, vous êtes les référents, donc vous devez donner l'exemple. Vous devez aussi diffuser ces messages. Et donc, c'est vrai que diffuser un e-learning, diffuser un code de bonne conduite n'aura jamais autant d'impact quand il est expliqué par le manager ou quand il est suivi finalement. Parce que dans toute activité, dans toute filiale, on sait qu'il peut y avoir des comportements border, etc. Mais on ne sait pas toujours comment bien réagir. Et là, le fait de dire que qu'il faut remonter l'information et pourquoi, et même quand on a un doute,
eh bien, ça permet de rassurer finalement tout le monde sur le terrain, de partager ces valeurs et de faire avancer finalement ce sujet du risque. Et le dernier point, pourquoi il faut les mener, c'est déjà, ça me permet d'être ici, parce que ça permet de partager avec ses pairs, en fait, et de partager des bonnes pratiques pour faire progresser nos démarches. Et je pense qu'en France, on n'est pas forcément en avance. Et même les dernières études le montrent, on progresse. Mais en tout cas, voilà. Donc c'est très intéressant parce que ça permet derrière de tous partager des éléments. Voilà. Merci Jean-Marie. Je crois qu'on se reconnaît un peu chacun dans vos témoignages, y compris sur la nécessité d'aller partager avec nos pairs pour nous améliorer et puis pour nous aider aussi à bien s'approprier le comment. Lorsqu'on a préparé l'atelier, on s'est dit, au final, il y a quand même un point qui nous semble intéressant de partager avec vous. On parle beaucoup des fonctions compliance, risk management, de la deuxième ligne, et ne pas oublier également la première ligne de maîtrise, c'est-à-dire la partie opérationnelle. Donc, on voulait prendre un petit peu de temps pour aborder ces sujets. Comment toutes les autres fonctions se coordonnent-elles entre elles et quelles sont les dimensions pour chacune des parties prenantes au sein de l'entreprise. Xavier, je te repasse la parole. Quelques mots, un certain nombre de choses ont été dit. J'en ai repris là vous voyez au tableau à l'écran un certain nombre de choses. La différence entre le pouvoir et l'influence, ça c'est fondamental. C'est-à-dire que dans beaucoup d'organisations, il y a les logiques de territoire. On veut le pouvoir. Le pouvoir, aujourd'hui, il est éclaté, il est partagé. Et le vrai pouvoir, c'est l'influence. Donc, ça, c'est un point fondamental de réussite, parce que le pouvoir veut dire affrontement, veut dire conquête de territoire. Pour ceux qui ont vu Game of Thrones, vous comprendrez de quoi il s'agit pour la partie stratégie, j'entends. Donc là, et le risk manager est l'acteur fondamental, il existait un peu plus si on est hors secteur bancaire avant la compliance, la conformité, c'est un acteur fondamental de la transversalité. Donc c'est là où il y a quand même beaucoup de choses à faire. Et ces questions aussi d'énergie, parce que tout ça, ça a été déjà évoqué, tout ça peut conduire à l'épuisement. Donc ça, c'est aussi une manière de s'économiser, de décloisonner et d'être sur l'influence, c'est moins fatigant et c'est moins lassant, parce qu'effectivement, il y a quand même beaucoup de challenges. Déjà pour le risk management tout seul, là avec ces sujets de compliance, c'est également des sujets nouveaux, qui sont nouveaux pour tout le monde, et donc c'est question d'optimiser. Après, c'est l'histoire ce qui se développe dans pas mal de groupes, les croisements de regards. Ça a été dit, et c'est fondamental pour Jean-Marie, et c'est la même chose pour les régulateurs derrière le langage que les régulateurs ont aussi. C'est l'opportunité fondamentale pour les entreprises de revisiter des process, de remettre un petit peu sur les rails toute la partie contrôle interne. C'est énormément appuyé sur les référentiels de contrôle interne, même si des fois certains régulateurs demandent des trucs et ça n'a pas le même nom. Les moyens d'y répondre existent, et il ne faut pas se faire mal à la tête. C'est déjà s'appuyer sur l'existant. Ça, c'est fondamental, parce que à la fois, c'est faire revivre l'existant ou faire vivre l'existant davantage, mais parce que globalement, sinon les gens, la première ligne dont on parle, ils ne vont rien comprendre, et ils vont se désengager, alors qu'ils sont un peu aussi, je le répète, dans les process de transformation, ce qui conduit déjà à pas mal d'inquiétudes. Et puis, pour finir, c'est l'histoire, je dis souvent, il faut avoir aucune certitude, mais des convictions. Et ça, c'est assez fondamental si on veut que ce soit un succès collectif plutôt qu'un échec collectif. Donc la première ligne, il ne faut pas l'oublier en fait, c'est ce qu'on retient. Et la première ligne, il faut se mettre à sa place. Chacun dans ces trucs, il faut se mettre à sa place. Elle a une saturation, ce qu'on appelle la bande passante, d'accord. Il y a toute une série de choses, et effectivement la première ligne, elle nous paye déjà. Ouais. D'accord. Elle nous paye. En tout cas, les gens qui doivent faire des choses, en tout cas la ligne opérationnelle, sans la ligne opérationnelle, les gens ne sont pas payés, ça ne sert à rien. Donc il faut bien se mettre à la place, et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, le top-down, ce que je disais tout à l'heure, la mise en orbite, ne sert à rien. Si à un moment, les gens qui sont en ligne opérationnelle pure
ça va dépendre selon les boîtes, mais si eux, ils ont une pression, ils sont déjà aussi en transfo, hein, un peu plus que les fonctions qui sont un peu en recul. Et si on n'intègre pas ça et qu'on fait du yaka faucon, bah là on va casser le jouet. Et si on casse le jouet, eh ben, derrière la boîte elle ira un peu moins bien. Donc c'est vraiment, c'est pas de l'empathie, c'est pas oui, c'est juste de se dire ces gens-là comment je peux les aider. Hein, ça renvoie à ce que j'ai dit tout à l'heure, fondamental, être à côté. Parce que c'est la mise en œuvre effective, elle se joue à ce niveau-là, pas à nos niveaux. Je crois que c'est un constat partagé par Lionel au travers de l'accompagnement qu'il peut faire, avec peut-être un point d'inquiétude, peut-être. Ouais, je vais aller vite pour pouvoir laisser la parole, pour rattraper un peu le retard qu'on a pris au départ. Effectivement, cette démultiplication des démarches conformité, leur simultanéité, en fait, épuise les premières lignes. Donc, c'est de l'essoufflement. Ensuite, c'est de l'épuisement, et ensuite, c'est de la perte de sens. Quand on cumule ça à d'autres projets de transformation, comme l'a dit Xavier, ils ne savent plus où ils sont. Donc, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ne sont pas présents dans cette pièce aujourd'hui. Il n'y a que des deuxièmes lignes, parce qu'ils sont en train de bosser sur tous les différents sujets que les deuxièmes lignes alimentent. Donc ici, c'est la fête, en fait. C'est un peu ça, oui. Donc perte de sens, et c'est vrai que là pour le coup, le risk manager, je le vois dans certaines organisations qui arrivent à ce niveau de constat. Il y a un travail qui est en train de s'engager de rationalisation. On l'avait vu aussi un peu avec Sarbanes-Oxley, où on avait connu beaucoup d'excès. Il y a déjà certaines organisations qui ont avancé sur ces sujets et qui sont déjà dans la phase de comment je peux rationaliser. Et le risk manager, de par sa connaissance, sa pratique de la transversalité, est capable de mettre autour de la table les différentes fonctions et éviter qu'on ait un questionnaire contrôle interne qui englobe la moitié des questions que celles que l'on va retrouver dans un questionnaire conformité, etc. Donc il y a déjà des groupes qui se projettent sur, comme tu le disais, une optimisation de la bande passante, qui est quand même une grande difficulté. Après, je voudrais juste aller sur 2-3 points spécifiques. Le problème d'une contribution des premières lignes à l'exercice et à l'effort de conformité, ça n'est qu'un rôle. Ça n'est pas une fonction. Et le problème, c'est que les organisations ont peu d'appétit et peu de reconnaissance sur le rôle qui est tenu par les différents acteurs. Donc ce que je veux dire par là, c'est que moi, ça ne me choque pas que sur une année de mise en conformité Sapin 2 ou autre, on fixe un objectif à une première ligne dans le cadre de sa contribution à l'exercice, et objectif sur lequel on est capable de le récompenser, y compris de le rémunérer. Je ne pense pas qu'en empilant des casquettes et des rôles, ça aille dans le bon sens. Donc après, il ne faut pas tomber dans le biais inverse, c'est-à-dire fixer que certains objectifs sur certains projets, parce que sinon, évidemment, l'opérationnel, lui, va se servir de ça pour faire sa propre clé de tri et allouer sa compétence et son temps sur les sujets qui sont susceptibles de lui rapporter. Mais je pense que c'est important de définir des objectifs avec les opérationnels et d'être capable de reconnaître leur contribution et leur performance sur ces sujets. Je ne pense pas que ce soit pertinent d'empiler les casquettes comme ça sans qu'il y ait de dommages collatéraux par rapport à ça. Un mot sur la troisième ligne. Donc, je les trouve très en retrait. Donc la troisième ligne, c'est l'audit interne. Donc là, il y a plusieurs facteurs. Ça n'intéresse pas trop le directeur de l'audit interne. Il a peur de perdre son indépendance. Il ne connaît pas bien le sujet. C'est des projets qui sont longs. Donc ça va être très mobilisateur et consommateur de ressources par rapport à son plan d'audit, etc. Donc je les trouve un peu en retrait. J'ai un exemple d'une société du CAC 40 qui a considéré que les sujets conformité n'avançaient pas assez vite avec la direction en charge de sa mise en œuvre. Et donc qui s'est approprié le sujet, qui l'a mis en œuvre et qui est maintenant confronté à deux écueils. Le premier, le constat qu'elle fait, c'est que c'est maintenant difficile de rendre au titulaire légitime du sujet le projet auquel elle n'a pas vraiment contribué, avec des approches et des orientations qui ont été prises et qui ne sont pas les siennes. Donc ça, c'est une première difficulté. Et la deuxième, qui fait un peu écho à la dernière publication de l'AFA de lundi sur la sensibilisation du top management sur la direction conformité et le rôle qu'on en attend, c'est que quand on se substitue à cette direction conformité, quelque part, on pourrait inquiéter l'AFA en cas de contrôle, où on pourrait se trouver en situation où finalement la direction conformité n'a pas été impliquée à sa juste mesure et ne serait pas en capacité de démontrer toute sa valeur ajoutée par rapport à ces sujets ayant été pris par d'autres directions de l'organisation. Je terminerai par une dernière chose qui est un petit peu différente et uniquement à l'adresse des risk managers. Je trouve que les risk managers passent un tout petit peu à côté de ce que les anglo-saxons appellent le cost of doing business, c'est-à-dire le coût associé à la mise en œuvre de ces conformités. Ce sujet-là, pour moi, il doit être traduit dans vos cartographies. Donc on s'écarte un tout petit peu du sujet, mais pas tant que ça. Ce sujet du cost of doing business, c'est un sujet que les risk managers doivent appréhender dans leur cartographie des risques majeurs de leur organisation.
Merci Lionel. Xavier, vous vouliez rajouter un petit mot ? Juste un petit point sur l'audit. Hein, nous, le truc, hein, ça va défendre. On a eu différentes configurations entre à peine c'est là, bah tiens, on va lancer des audits et tout. Donc après, c'est la discussion de ça. Et finalement, hein, ce qui est important, l'audit a un rôle assez important. Après, c'est de trouver le bon moment de le faire intervenir. Et il joue un rôle important qui est décrit déjà dans la loi Sapin 2, en tout cas, hein, comme un des 8 points de se rassurer ça. Et nous, ce qu'on a fait, hein, au-delà du déploiement avec les entités, c'est un questionnaire d'auto-évaluation interne qu'on a déployé à toutes les entités. Et on a fait intervenir l'audit interne en revue des auto-évaluations. Hein, ce qui est une manière d'assurer dans la conduite du projet une forme de réassurance bienveillante de la bonne avancée des choses. Et comme ça, c'est un peu soft pour les organisations, ça permet de mettre l'audit à bord et puis et de faire progresser la mise en conformité qui est importante. Voilà, merci. Merci. Alors, quelques mots juste en conclusion avant de passer aux échanges avec vous sur cette thématique. Quelques mots de synthèse qui ont été abordés. Coordination, transversalité, synergie, cohérence. Ça, c'est comment, ensemble. Et prioriser, adapter, proportionner, cranter. C'est-à-dire accepter de ne pas tout prendre d'un coup et d'y aller au mieux des enjeux de nos métiers, de nos business. Pour le risk management, c'est à la fois des risques et des opportunités pour sa fonction. Mais en tout cas, on peut en faire un vrai vecteur d'opportunités en démontrant la valeur, en donnant du sens et en co-construisant au sein de nos organisations. Donc, merci à vous pour vos témoignages. On va passer maintenant à un échange avec vous, avec les questions qui vous viennent. Et je vais vous demander pour chaque question de vous lever, de vous présenter, et puis si vous souhaitez l'adresser à une personne en particulier, de dire à qui vous adressez la question. Merci. Oui, Jean-Luc Meurice, Sonépar. Je voulais juste faire un retour personnel parce qu'on a eu la chance, si je puis dire, ou l'opportunité d'être contrôlé par l'AFA dans la première vague. Je confirme tout à fait ce qui a été dit. L'AFA veut voir de la mise en œuvre effective. Donc il faut faire combiner deux choses, la simplicité, c'est-à-dire pas empiler des papiers qui n'ont pas eu d'effet, en fait, hein, pour parler. Donc il faut quelque chose de très cohérent, très accessible immédiatement, et quand même aussi du formalisme. Donc je prends un exemple, la cartographie des risques, évidemment, si elle est générale, construite, existante depuis, c'est un atout que vous avez, mais vous devez être capable de montrer qu'elle adresse bien le risque de corruption. Donc vous ne pouvez pas dire j'ai un volet corruption dans ma carte de risque générale. Non, vous devez en faire un extrait ou un volet complètement autoportant, hein, c'est très important. Et également, donc ce qui a été dit, je renforce également, c'est que le rapport de l'AFA, quand on le reçoit, enfin le projet de rapport qu'on a reçu, reprend les 8 points de l'article 17 de la loi Sapin 2, donc il y a des observations sur chacun des 8 points, avec des recommandations, etc. Mais il y a avant un volet, qui n'est pas dans la loi Sapin 2, qui s'appelle « Engagement de la direction ». Et ça, c'est extrêmement important. Ça a été dit dans les slides, mais vraiment, vous devez, en tant que risk manager ou en tant que compliance officer, vous devez noter, faire un dossier, une sorte de dossier de presse interne, en disant voilà toutes les prises de position que le président, la direction générale, le comité d'audit, tous les organes qui ont pu prendre position au sein de l'entreprise, voilà ce qui a été fait. Et montrer ça sous une approche un peu multimédia, dans une convention groupe, dans la revue interne, lors de l'embauche des nouveaux cadres ou des nouveaux employés par la DRH. Montrer tous les moments où l'engagement de la direction s'est manifesté. En fait, si vous parlez un langage de vérité et que vous vous préparez, normalement, vous n'aurez pas de problème. Merci pour votre témoignage. Moi, j'en rajoute une, après je te passe la parole, parce qu'on a eu aussi le même plaisir que vous, alors pas dans la première vague, mais dans la deuxième, et je suis à 100% en phase, c'est-à-dire que la partie conformité est vue par l'AFA, mais ce qu'ils cherchent, en tout cas ce qu'ils chercheront s'ils reviennent nous voir, c'est l'effectivité. Et l'engagement de la direction, je pense que c'est le point sur lequel ils ont été le plus exigeants dans les entretiens qu'ils ont menés au sein de nos organisations. Juste pour confirmer ce que vous venez de dire, et je pense que pour les experts des recommandations AFA, ça ne les aura pas échappé, quand ils ont commencé à communiquer sur ce qu'ils attendaient des différents dispositifs, donc il y a eu 8 communications sur les 8 dispositifs Sapin 2, et 2 mois et demi plus tard,
sorti de nulle part, une note spécifique sur l'engagement du top management sur le sujet. Alors que légitimement, elle aurait dû être communiquée aussi plus tôt, parce qu'effectivement, sans ça, il ne peut rien se passer. Juste un point là-dessus, parce que sur la casquette CEA, donc j'ai une visibilité ou une vision, pas une vision, plus une visibilité sur ce qui se passe un peu. Hein, c'est un point extrêmement important qui a été mentionné aussi. Hein, c'est que un rapport AFA, c'est les 9 points là qui ont été mentionnés, 3 colonnes, observation, recommandation, manquement. Il faut essayer d'éviter les manquements. Et même si des trucs existent, hein, ça a été mentionné, si ce n'est pas formalisé, c'est au dire de l'entreprise. Si c'est au dire de l'entreprise, ce n'est pas existant. En tout cas, ce n'est pas dans la bonne colonne potentiellement. Hein, donc ça, c'est une démarche d'audit. On parle de l'AFA, mais cet aspect-là, et c'est pareil avec la CNIL, de faites ce que vous voulez dans les trucs, mais c'est à un moment, cette traçabilité et de méthodologie est aussi importante que le résultat du truc. Hein. Donc c'est pas juste ça y est, j'ai fait un brainstorming avec Pierre-Paul Jacques du COMEX, mais c'est bien, j'ai l'engagement des dirigeants et on a écrit sur un bout de papier le truc. Hein. Il y a cet impératif de méthodologie qui est aussi intéressant pour la fonction risk management qui est pas mal là-dedans. Hein. Donc, mais ça c'est un challenge, hein. Sinon c'est au dire de l'entreprise et donc c'est moyen. Oui, il faut une traçabilité et extrêmement fort. Hein. Il faut vraiment l'avoir en tête. Une autre question, oui. Une observation pour rebondir sur ce que disait monsieur et de façon générale sur ce que vous disiez. Bonjour, Philippe Rossignol, avocat. Moi, je suis pénaliste. Je n'ai pas participé à cet exercice de cartographie que certains confrères apparemment ont mené, et pas nécessairement de la façon la plus adéquate, je le crois fort volontiers. Mais je voulais revenir sur ce que disait monsieur. Il y a un aspect théorique qui, je pense, doit être compris par tout le monde, c'est que sur ces exercices de conformité avec ces nouvelles dispositions, sur le plan théorique, c'est ce qu'on appelle des infractions obstacles. C'est-à-dire que le sous-jacent qui est derrière, c'est que ce travail de cartographie, ce travail d'identification des risques doit faire en sorte que le vrai délit, qui existe toujours et qui est toujours sanctionné, n'arrive pas. L'exercice lui-même de cartographie, de prévention, d'évaluation des risques, etc., il fait l'objet d'une sanction, souvent d'une sanction administrative, qui évidemment est quelque chose d'assez facile à faire passer en interne, parce que les sanctions qui sont à la clé sont absolument délirantes, et donc il y a un effet blast sur les interlocuteurs, on arrive à faire passer le message. Mais il ne faut pas perdre le véritable sens qui est derrière, c'est que derrière cet outil qui peut paraître assez théorique, il y a la vraie infraction qui est derrière et qui, elle, à la différence des non-conformités, sera reprochée aux personnes physiques, sera reprochée aux dirigeants, sera reprochée aux délégataires de pouvoir qui, lui, se retrouvent en première ligne. Et là, et ça rejoint quelque chose que je mesure dans mon activité au quotidien, quand vous défendez des délégataires de pouvoir devant une juridiction correctionnelle parce qu'ils sont poursuivis pour homicide involontaire et qu'on vient leur sortir le document unique d'évaluation des risques et que derrière il n'y a pas de véritables actions qui ont été menées et dont on peut justifier, eh bien ça a un effet qui est complètement contre-productif parce qu'au contraire, les juridictions retiennent que ça caractérise l'élément intentionnel de l'infraction. Et ça vaut aussi pour la prévention en matière de corruption, dans la mesure où le procureur se fera, lui, évidemment, un malin plaisir de lire ce que vous aurez pondu en matière de conformité, et dès lors que ça n'aura pas été effectivement mis en place, eh bien, il viendra à rebours en tirer le fait que eh bien, la personne était parfaitement consciente de ce qu'elle faisait, puisque de toute façon, tous ces risques avaient été identifiés. Merci pour votre témoignage. Est-ce qu'il y a un autre questionnement sur ces sujets? Alain Bignard, risk manager Michelin. Une question, là, comme il est évoqué, il y a pas mal de mise en conformité qui déboule, la RGPD, etc. On a parlé de faire des choix des priorités. Alors, je ne suis pas du tout juriste, mais à un moment donné, tout est obligatoire. Donc, comment peut-on mettre des priorités par rapport à un ensemble de choses qui de toute façon sont obligatoires? Alors, moi, je vais faire une première réponse. En fait, chez nous, on ne choisit pas entre l'un ou l'autre. C'est à l'intérieur
c'est pas tellement le fait de faire, c'est plutôt le rythme dans lequel on va le faire. C'est-à-dire qu'on va pas tout prendre nécessairement d'un coup, on va se donner du temps, accepter de prendre du temps, mais d'expliquer pourquoi. Pourquoi on choisit de prendre du temps? Parce que voilà, on veut aussi que ce soit effectif. Vous disiez, monsieur, il faut que non seulement on identifie ce qu'il faut mettre en place, mais qu'en plus on le mette en place, parce qu'on nous le reprochera, d'autant plus si on l'a identifié. Donc avoir la capacité, et je pense que les autorités de contrôle sont capables de l'entendre. Moi, c'est le sentiment que j'ai eu. Alors, on n'a pas reçu le rapport de l'AFA, donc je ne sais pas si on a des choses dans la colonne manquement. Mais j'ai eu le sentiment, dans les entretiens qu'on a pu avoir, qu'ils étaient capables de l'entendre. Il y a par rapport... Ouais, c'est ça. Il y a les interprétations. Ça, c'est un autre sujet, c'est comment on prépare ça. Mais par rapport à la question, je dirais qu'il y a deux éléments. Premier élément, c'est de se dire ce que je disais tout à l'heure sur la simplification, la méthodologie commune. Hein. Il peut y avoir une base commune et il y a une légitimité d'intervention du directeur des risques ou du risk manager sur un certain nombre de sujets. Concrètement, moi, je n'étais pas le global leader de tous les sujets de compliance parce qu'au bout d'un moment, on ne peut pas tout gérer non plus. Par contre, au bout d'un moment, il faut savoir ce qui se passe. Ça, c'est un peu point commun aussi avec le risk manager, il doit savoir ce qui se passe dans la boîte. Donc à un moment, sur Sapin 2, j'étais un peu le global leader. Donc là, c'est moi qui fais à peu près tout, je pilote tout, je déploie tout, parce que c'était nécessaire. Après, sur RGPD, j'ai un de mes collègues qui était DPO, d'accord, et qui était pré-DPO, DPO. Par contre, hop, comité de pilotage, j'étais dans le comité de pilotage à quelques personnes, influence, plutôt qu'en charge, parce qu'au bout d'un moment, sinon on pète les plombs. Devoir de vigilance, qui est quand même assez sensible, et pour beaucoup plus d'entreprises que les 150 ou 160 boîtes concernées, d'ailleurs, hein, au-delà de la loi. Là, j'étais co-leader. Co-leader avec RSE, d'accord, chacun sur son territoire. Cartographie, c'était chez moi, dispositif d'alerte, c'est moi qui le gérais. Relation avec les parties prenantes, les dispositifs, RSE, co-leader. C'est important de faire du co-leader par rapport à ce que disait Jean-Marie sur le collaboratif. Hein, on peut pas s'occuper de tous les sujets. Et puis après, sur d'autres sujets, il faut être informé. Par contre, il faut savoir ce qui se passe pour essayer et puis intervenir de manière simple sur les sujets. Mais c'est nouveau pour les organisations. Hein. Il y a eu beaucoup de logiques de conquête de territoire. Hein. Un petit regard côté ETI qu'il ne faudrait pas oublier. Il y a un vrai enjeu, quand je parlais de discussions ubuesques avec des directions générales sur les priorisations, ils font vraiment cet exercice, c'est-à-dire, et les critères, ils sont assez basiques. C'est les pénalités en cas d'infraction, c'est pas les mêmes pour RGPD et c'est pas la même pour Sapin 2. Donc c'est déjà un premier clé de tri. Ensuite, sur ces deux sujets-là, il se pose la question de manière assez saine, je trouve, quel est notre niveau de préparation actuel ? Est-ce qu'on découvre le sujet, est-ce qu'on défriche, ou est-ce qu'on finalement on pense qu'on n'est pas si mal et que c'est pas finalement la priorité. Et derrière, ça conduit à une prise de décision qui est une allocation de ressources et de capital sur un sujet plutôt que sur un autre. Mais je suis d'accord avec vous, ils vont traiter les deux. Mais les ETI n'ont pas de problème à dire, moi je vais faire d'abord RGPD et je mettrai les moyens sur Sapin 2 dans un deuxième temps. Et je trouve ça tout à fait normal. Oui. Pour compléter, comme vous le dites, on n'a pas le choix. Il faut tout faire. Par contre, c'est vrai que ça permet la Carto de définir effectivement le rythme dans lequel on le fait. C'est sûr. Okay. Juste un point majeur, parce que là ça a été évoqué, on ne peut pas prioriser. À un moment, il y a un élément qui est fondamental, et ça a été évoqué par quelqu'un, je ne sais pas ça, c'est quel niveau de compliance on cherche. Ça c'est fondamental. Ça a été évoqué, je crois, par Jean-Marie, hein. Le truc à 100%, le champion du monde, le plus beau, le numéro 1 de tête de peloton, je ne le recommanderais pas. Tête arrière de peloton, je ne le recommanderais pas non plus. Chaque organisation, sur chaque sujet, doit définir son niveau, et je rebondis totalement sur ce qu'a dit Lionel, son niveau acceptable, soutenable. Parce que sinon, vous cassez le jouet, et puis là après, c'est fini. Et je pense que sur chaque domaine, c'est de se dire, et ça c'est un point important, où on en est finalement, où on en est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire, où on en est raisonnablement, sans se faire d'usine à gaz, qu'est-ce qui est soutenable par rapport pour les gens qui vont devoir faire quelque chose.
Il faut intervenir sur tous les sujets, probablement pas avec la même intensité, mais définir son niveau de compliance acceptable qui est probablement pas 100%. Merci Xavier, ce sera le mot de la fin parce que nous sommes partis en retard mais arrivés à l'heure. Il est 10h30.